Donc effectivement, je suis dans ce lieu qui s'appelle Espace mieux-être. Espace mieux-être. Oui, c'est la mouvance du bien-être, c'est ça. Bon, ouais, pour moi, la différence, le bien-être touche le corps, le mieux-être touche l'esprit. D'accord. Mais les deux sont nécessaires, bien entendu. Donc c'est une librairie, il y a des objets, enfin c'est ce qu'on appelle une boutique ésotérique. Enfin, c'est une façon de pas. C'est peut-être vous n'aimez pas cette désignation. Je n'aime pas cette désignation, non. Dans le sens où l'ésotérisme sous-entend occultisme, sous-entend, mais souvent, je veux dire. On dit par exemple les librairies ésotériques à Paris sur des lieux tout à fait honnêtes et corrects. Ah, mais il n'y a rien à voir avec la malhonnêteté. Non, mais je veux dire que ça passe. J'ai de l'ésotérisme, puisqu'il y a du tarot, donc je suis tarologue quand même, hein, je dirais à la base. Donc il y a du tarot, il y a un petit peu de numérologie, il y a un petit peu, je veux dire, ben voilà, des encens pour les prières ou des rituels, bien sûr, il y a tout ça. Mais je ne suis pas un espace ésotérique, je suis un espace de mieux-être. Oui. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc l'ésotérisme ne peut intervenir qu'accessoirement dans cette Exactement. Ce que vous voulez, c'est d'abord aider les gens on n'est pas dans la thérapie non plus, je ne sais pas. Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser? Thérapie de l'âme, on peut dire. Oui, thérapie de l'âme, on peut dire. Le soin de l'âme. Oui. Le soin de l'âme, exactement. Et ce qu'il y a d'ésotérique, c'est-à-dire dans ma vision, l'ésotérisme n'est pas du tout quelque chose de vilain ou quoi que ce soit. Par contre, il faut faire attention à comment est-ce qu'on l'utilise. Et ce que je prône, c'est que la personne l'utilise elle-même. C'est-à-dire elle va faire elle-même ses prières, elle va faire elle-même ses rituels. Ah oui, ça me paraît une très bonne chose. Et ça, je le prône vraiment, je dis. Je pense que dans tout le domaine, dans tout ce champ-là, que ce soit l'astrologie, la numérologie, etc., on ne peut pas aller voir un spécialiste qui vous parle de quelque chose, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vous ne connaissez pas l'outil, et vous êtes obligé de repasser par lui, etc. À un moment donné, il faut lui transmettre le savoir-faire. Exactement, et en plus de ça, la partie ésotérique, puisqu'on va quand même utiliser le mot, quand on utilise des bougies, des encens ou quoi que ce soit, c'est là pour amplifier le travail qu'on fait soi-même. Et puis de toute façon, il faut travailler au quotidien. C'est pas en allant. Aujourd'hui, c'est pas en faisant ça une fois dans sa vie qu'on va résoudre le problème. Il y a un suivi, il faut une habitude, il faut quelque chose qui revient. Et ça, si la personne n'a pas acquis la connaissance, elle ne pourra pas le faire correctement. Acquis la connaissance, c'est une chose, mais surtout le faire avec conviction. Oui. Parce qu'on a tendance, les gens, à vivre par procuration, à se dire, ben, tiens, voilà, j'allume un encens, je fais ça, c'est pour me faire ça, n'est-ce pas? Et puis après, on laisse faire. Ça fait que de rapporter de l'argent à celui qui l'a vendu. Donc vous considérez comme un tarologue, c'est ça votre je suis qualité? Tarologue, et je pratique l'hypnose thérapeutique. D'accord. Pour accompagner, je veux dire, les gens. Mais ces deux choses ne sont pas liées, vous pouvez les relier? Elles peuvent être liées, mais elles ne le sont pas obligatoirement. Et votre façon de pratiquer le tarot, elle est traditionnelle, il y a quelque chose de particulièrement valentien? Valentien, tiens, je vais la retenir. Oui, je prône le tarot intuitif. Donc j'enseigne, je dirais même, le tarot intuitif, qui est une lecture du tarot à la base comme une bande dessinée. On apprend à découvrir le personnage comme si c'était le héros de la carte, n'est-ce pas, qui devient un pote. Et puis ensuite, la lecture des cartes devient beaucoup plus facile parce qu'on est plus à l'aise, si vous voulez, devant les cartes. Justement, je sors l'ésotérisme. Mais par contre, on va déboucher sur un autre sujet. Est-ce que vous êtes voyant? J'aime pas le terme. Est-ce que vous êtes médium? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de transcender le tarot? Ou est-ce que vous êtes simplement quelqu'un qui lit le tarot et qui lit ce qui est marqué? Ou est-ce qu'il y a des intuitions, il y a des flashs? C'est une question en toute candeur. Tout à fait. Donc oui, je suis tarologue, mais bien entendu, c'est quand même une excellente intuition qui me permet de travailler. Oui. Ce n'est pas une lecture brute. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être un bon tarologue. Tout à l'heure, on parlait de pouvoir vulgariser et répandre. Il y a quand même des choses qui ne peuvent pas être mises à la disposition de tout le monde. En tout cas, tout le monde ne peut pas s'en servir de manière efficiente. Pour pouvoir aider les autres, effectivement, il faut avoir beaucoup d'empathie, de l'expérience déjà, et beaucoup d'empathie. Des années de vie, je veux dire, des années d'expérience, et puis le fait d'aimer les gens, le fait d'aimer aider les gens, le fait d'aimer être utile. Oui. Donc, malgré tout, alors on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, le souhait que les gens
apprennent par eux-mêmes et utilisent par eux-mêmes, ça a ses limites. Alors, pour moi, c'est excellent que les gens l'utilisent eux-mêmes dans un but de développement personnel. Pas pour donner, pas pour conseiller autrui. Alors, pour conseiller autrui, je dirais, à partir du moment que la personne a la modestie de dire que, écoute, c'est mon avis, elle peut aider les gens. Par contre, il faut qu'une fois qu'elle est face à un problème important, qu'elle sache prendre un peu de recul. Mais en fait, je crois que souvent, les gens se mettent en situation fausse, les praticiens se mettent en situation fausse, parce que justement, au lieu d'aider leurs clients à connaître les outils, ils essayent de se mettre à sa place. Et donc, ils vont tomber dans la devinette, dans la divination. Et ils vont essayer de parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Comment moi, je peux parler de l'autre si à sa place? Est-ce que Jadès va nous dire, ah ben le thème astral, voilà, ça permet de savoir qui est l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de manière générale de l'astrologie? J'en pense beaucoup de bien, mais c'est l'astrologue qui fera la différence, ce n'est pas l'astrologie elle-même. Avec la numérologie, c'est la même chose. D'ailleurs, il m'est arrivé de comparer des termes numérologiques et astrologiques. On voit très bien qu'on parle de la même personne, bien que c'est un homme. Oui, on le voit très bien. Mais ce qui fait la différence, c'est l'astrologue. Parce que le reste, ça ne reste qu'un amas de calculs et de chiffres. D'accord. Donc, peu importe au fond quel genre d'astrologie on a appris, ce qui est important, c'est l'humain qui est derrière qui fera la différence. Bon, c'est un vaste sujet. Alors, abordons la question de votre projet de réguler un peu la profession au-delà de vous-même, n'est-ce pas? Vous avez des idées sur la déontologie, et il y a quelques années, vous aviez créé donc l'association professionnelle, des professionnels des arts divinatoires, la PAD, la PAD. Alors, je crois qu'actuellement, pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être, c'est moins essentiel dans votre travail, mais pouvez-vous nous raconter un peu ce que ça a été, ce que ça représentait, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a donné? Alors, l'idée au départ était, je dirais modestement, non, d'amener un petit peu les lettres de noblesse à notre profession, donc aux professions des arts divinatoires. À savoir qu'on est entré dans cette notion où chaque chômeur devient tarologue, voyant, machin, je veux dire, c'est de l'anarchie totale. Ça fait des dégâts considérables, je veux dire, au niveau des clients, mais aussi au niveau de la branche, de la profession. Je veux dire, on passe tous pour les rigolos, je veux dire. À cause de ceux qui s'improvisent. À cause de ceux qui s'improvisent et de ceux qui ne s'improvisent pas, mais qui par contre profitent de la faiblesse des gens pour s'enrichir. Alors comment a été accueilli? Vous l'avez fait, c'est au niveau suisse que ça a existé essentiellement, la PAD? Alors je l'ai fait au niveau suisse, donc le but était, comme je vous dis, un petit peu d'amener un peu une reconnaissance. Et puis je voyais même à long terme une reconnaissance officielle. Une sorte de syndicat éventuellement. Voilà, exactement. Mais je dois dire que j'ai un peu déchanté. Oui. Dans le sens où les voyants, je vais utiliser le terme voyant, bien que je ne l'aime pas, n'aiment pas du tout, ne sont pas du tout un esprit corporatif. Ce sont des individualistes qui ont peur de l'autre, qui ont peur du concurrent, donc je dois dire que c'était très difficile. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord pour autant qu'il se protégeait lui-même et pas l'ensemble. Voilà. C'est vrai que dans ce milieu, c'est vrai comme vous l'avez dit, c'est vrai que les gens se méfient mutuellement, peut-être plus que dans le milieu astrologique, parce qu'effectivement il y a beaucoup de... On sait pas très bien qui est qui et qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Et moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bon, il y avait dans la notion d'acceptation, d'adhésion, le fait qu'il fallait passer un test, je veux dire. Je crois que c'est la moindre des choses, c'est de montrer ses compétences. Quel genre de test avez-vous imaginé, M. Valente? C'était simplement des consultations réelles. Ben oui. Parce que je dis toujours, il faut du réel. Hein. Moi, la question d'examen devant une question bidon, c'était simplement des questions réelles auxquelles assistaient, je veux dire, 1, 2 ou 3 personnes. Mais tout simplement avoir un petit peu la façon dont la personne travaille. Est-ce que vous êtes confronté au problème de la formation? Est-ce que ça fait partie? Parce que qui dit amélioration de la profession dit aussi éventuellement amélioration de la formation, du recrutement. Alors, on en a beaucoup parlé, je l'ai même proposé.
Et je dois admettre que là, j'ai commencé à manquer d'énergie. J'ai commencé à manquer d'énergie parce qu'on se rend compte que derrière, les gens participent, mais plus du tout dans un esprit de syndicat ou corporatif, mais dans un esprit pécunier direct. Oui. Et puis, voilà, je veux dire, je ne suis pas allé plus loin parce que le prix qu'on me demandait pour former les gens était prohibitif. Non, je demandais à d'autres personnes, d'autres formateurs, de pouvoir, voilà, exactement, de pouvoir former. Et puis les prix demandés étaient totalement prohibitifs. Je veux dire, je veux bien qu'on ait pour but de monter le niveau, mais il ne faut pas exagérer non plus. Oui, voilà. Et est-ce que vous avez organisé des réunions justement entre ces chercheurs, entre ces praticiens? Très peu. Comment ça s'est concrétisé finalement au niveau de l'activité, de la vie de cette profession? Alors, pour finir, je veux dire, c'est une déception quelque part. Bien que l'APAD existe encore, et puis maintenant, j'espère, une transformation, je dirais, prendra une nouvelle direction. Mais ça a été à quelque part une déception parce que n'adhéraient que les personnes qui travaillaient directement avec moi. Les autres personnes qui ne travaillaient pas directement avec moi, mais pour lesquelles on avait une reconnaissance, c'est-à-dire on dit c'est un bon, c'est un pro, ne voulaient pas adhérer dans le sens où ils avaient l'impression qu'ils allaient me permettre à moi de gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous faisiez par travailler directement avec vous? Qui étaient des collaborateurs? Qui étaient des collaborateurs. Qui étaient dans votre dynamique, c'est ça? Exactement. Donc finalement, vous aviez regroupé essentiellement des collaborateurs. Oui, alors effectivement, c'est vrai. Donc voilà, et les autres avaient l'impression qu'ils allaient me permettre à moi de gagner de l'argent. Or que je disais, écoute, j'ai mis de l'énergie pour tout le monde. Bien sûr. Non, ça, c'était une déception. Est-ce qu'on peut savoir au niveau chronologique à quel moment ça s'est passé, monsieur Valenté? On est dans quelles années là exactement? Parce que moi je suis très intéressé par la chronologie. Alors le début de la PAD c'était 2002. Le début de la PAD c'était 2002. D'accord. Ouais. Donc c'est là que vous aviez... Je dirais que... Ouais, et puis on a vraiment fait l'information jusqu'à 2000... comment ça fait 2004-2005. Et après, je dois admettre que j'ai commencé à laisser descendre un peu. C'est intéressant comme chronologie. Pourquoi? Parce que moi, je suis spécialiste des cycles, alors je m'intéresse au niveau des phases, et mon ami aussi, donc on s'intéresse. C'est pas indifférent que les choses se passent à ce moment, et c'est pas non plus indifférent qu'à un moment donné, on soit fatigué, parce que ça correspond aussi à des phases. Non, mais l'esprit des... Alors voilà, c'est pour ça que j'aime pas le mot voyant. Parce que l'esprit de la voyance, à quelque part, je suis très déçu. Et pour ça, je fais vraiment la différence entre professionnel des arts divinatoires et voyant, c'est pas du tout la même chose. Et non, je fais une énorme différence, à savoir, et c'est pour ça aussi c'est mieux-être, et c'est pas ésotérique, et c'est pas tout ça, parce que je considère que nous, en tant que guide, enfin moi, je parle du devenir et non pas de l'avenir. Pour moi, l'événement psychologique. Tout à fait. Ouais. L'événement en lui-même est secondaire. Pour moi, ce qui est important, c'est comment la personne va pouvoir gérer ce qui se présente devant. Donc, je pense que toute prévision, par exemple, même quand vous me dites qu'à un moment donné, vous avez déchanté, ça peut être aussi lié à une évolution psychologique qui fait que vous n'avez plus l'énergie ou la motivation, et que ça peut revenir aussi. Oui, la prévision doit être... Les êtres humains ont une psychologie qui évolue. Oui. Et elle n'est pas statique. Effectivement, j'ai plus la même vision que quand j'ai commencé. Donc ça c'est clair. Mais c'est pour ça que je suis un peu en délicatesse avec la voyance, parce que dans le sens où la voyante je m'excuse de ce que je vais dire, mais je dis quand même, la voyante a quand même tendance à vouloir laisser partir le client satisfait. Oui. C'est-à-dire, on va à quelque part lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Oui. Et je considère que ce n'est pas notre job. Non. Voilà, c'est tout. Mais est-ce que l'astrologie fait partie de cette galaxie des arts divinatoires? A priori, vous n'avez pas raison de l'exclure. Alors, il y a bien sûr qu'elle en fait complètement partie. C'est les astrologues qui parfois s'excluent. C'est les astrologues qui s'excluent par rapport à ça. J'ai eu la chance de rencontrer des astrologues que je peux dire que j'ai admiré. Je veux dire, j'ai regardé le boulot qu'ils faisaient. Et les bons, d'ailleurs, ils ont
médiumnité bien développée. Ah, ça c'est aussi une chose qu'ils n'aiment pas trop reconnaître. Je sais qu'ils n'aiment pas, mais c'est comme ça. Non, alors elle en fait complètement partie, l'astrologie. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a... Mais alors par contre, les voyants, par exemple quelqu'un qui dit « moi je n'utilise pas de support, mais j'ai mes propres intuitions intérieures », vous considérez qu'il faut que le praticien ait quand même un savoir, il ait eu accès à un savoir, c'est ça? Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas un pouvoir seulement, mais un savoir. Voilà, il faut déjà qu'il soigne son ego, celui qui dit ça. Oui. Parce que même si on a une excellente intuition, si on prend des supports, on aura des informations en plus. Oui. Hein? Donc celui qui dit ça, c'est qu'il a besoin de montrer qu'il est plus fort que les autres. Oui, il peut se passer de certaines choses. Voilà, donc c'est pas bon dans notre métier. Je crois qu'un petit peu, je veux dire, justement de modestie, d'humilité, ça aide beaucoup. Et oui, ben moi j'interviewe beaucoup de voyants qui en effet, bon, moi personnellement j'ai pas ce genre de problème. Moi j'aime bien les choses simples. Donc dès qu'il y a une technique qui vient compléter, bon par ailleurs j'ai fait de l'astrologie mais sur un autre plan, mais je veux dire, moi par exemple je suis musicien, j'ai pas forcément besoin, par exemple je siffle, par exemple, je veux dire, tout ce qui est technique, parfois ça vient compenser un manque. Donc les choses qui sont le plus naturelles, pour moi je les trouve mieux que les choses qui passent par d'autres différents types de techniques, de traitement, d'adjonction. La lecture du tarot, pour moi c'est quelque chose de naturel, il a été dessiné il y a bien longtemps, le tarot. Hein. Oui. Là où c'est un outil quand même. Là où c'est un outil. C'est vrai, très souvent, je dirais une fois sur deux, quand on commence dans une consultation, la personne m'expose son truc, là je reçois un tas d'informations sur ce qu'il y a autour d'elle. Hein. Mais je considère que je n'ai pas à m'arrêter là, parce que ça c'est quelque chose que j'ai reçu. Oui. Maintenant il va falloir que je donne plus loin un outil pour qu'elle puisse travailler. Oui. Alors, effectivement, je trouve que là, moi, j'ai besoin d'un support. Ben oui, et surtout le client, qui lui n'est pas du tout médium ni voyant, lui, la seule chose qu'il puisse utiliser, c'est le support. Non, c'est moi qui l'utilise. Oui, mais enfin, vous disiez qu'à la limite, vous disiez que ça serait pas mal que les gens utilisent aussi certaines choses. Tout à l'heure, j'ai peut-être mal compris. Non, le support. Oui, c'est ça, support, que les gens puissent apprendre à utiliser un support, c'est ça? C'est plus facile d'apprendre le tarot que de devenir voyant, par exemple. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé cette question. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui reçoit des infos, je veux dire là, comme ça, sans aucun support, de façon inspiration, c'est excellent. Mais pourquoi est-ce qu'il se prive d'un outil, quel qu'il soit, qui lui apporterait encore plus d'informations? Il a raison, enfin, écoutez, monsieur Valente, il a raison. C'est que certains supports ont une histoire très ancienne et qu'ils ont pu, au cours de l'histoire, ils ont pu perdre de leur valeur, de leur signification, ils ont pu être abîmés, ils ont pu être corrompus. Les savoirs ne traversent pas forcément les siècles sans être parfois perturbés ou modifiés, ou on a rajouté des choses. Donc si vous voulez, c'est tout. Le problème est... C'est valable aussi pour l'astrologie. Hein. C'est des traditions parfois qui ont été un petit peu rajoutées, on a mélangé certaines choses, etc. Bon. Quand quelqu'un parle de lui-même, de ce ressenti, bon, il n'y a pas toute cette dépendance d'une tradition qui s'est transmise plus ou moins bien. Alors, vous me direz non, parce que de toute façon, il marche bien, ces supports, donc si ça marche bien, c'est pour qu'il n'y a rien de... Excusez-moi, ce n'est pas la question du support. De toute façon, le support s'adresse individuellement à chaque lecteur, à savoir que la carte XY me dira tel message à moi, elle dira d'autres messages à une autre personne. C'est un langage de code. C'est un langage de code, exactement. Donc dans ce cas-là, c'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir un outil quel qu'il soit, ça peut être des petits cailloux, ça peut être n'importe, ça permet aussi de sortir du mental. Et ça permet aussi que quand on n'a pas l'inspiration qui vient ici, d'aller la chercher ailleurs. Parce que le risque, c'est qu'on est des êtres humains. Et puis on commence à mentaliser et on commence à mettre notre propre expérience dans la pensée. Et ça, je considère que ça, on est limite. Non, mais je sais bien qu'il y a toutes ces questions qui se posent, monsieur. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, écoutez, alors, donc là, vous avez... Donc finalement, vous représentez un peu sur la place de Lausanne, un petit peu
ce domaine du mieux-être et des objets, des savoirs qui peuvent aider à ce mieux-être, d'une certaine manière. Quels sont le mieux-être, il est représenté comment par vous, et comment y a-t-on accès à ce mieux-être? Alors déjà, je me définis comme accompagnateur d'éveil. Et pour moi, le mieux-être, ou ce que je considère comme ma tâche, je veux dire, c'est tout ce qui permettra à la personne de s'élever intérieurement, tout ce qui permettra à la personne de mieux se ressentir, de mieux se reconnaître, de mieux être en harmonie avec elle et avec son environnement. Et à tous les niveaux, je veux dire. Alors finalement, pour résumer et pour terminer d'ailleurs, le mieux-être, quels sont, en faisant l'inventaire, quels sont les moyens mis à la disposition, que vous mettez à la disposition des gens qui veulent accéder au mieux-être? Personnellement, bon, j'ai les consultations de tarot avec une forme de coaching, si vous voulez, derrière. Oui. J'ai des ateliers de tarot vivant, que j'appelle tarot vivant. Donc les participants vont entrer dans le personnage, vont étudier la carte jusqu'au point d'en parler à la première personne. Et ensuite, on va faire des consultations, c'est-à-dire on va poser des questions, on va tirer des cartes, et vont répondre les gens qui ont étudié cette carte ce jour-là, ou cet arcane ce jour-là. Donc ça, ce sont des ateliers où ça bouge, puisque c'est complètement en synchronicité avec l'énergie du moment, et ça donne quelque chose d'assez fort. Et bien voilà, je veux dire, et puis après ça, la personne, elle va évoluer pendant quelques mois, je veux dire, par rapport à son expérience, et puis petit à petit, elle grandit. Oui, en fin de compte, on en revient toujours à la même question qu'on a abordée aujourd'hui, c'est-à-dire que la consultation c'est bien, mais l'atelier, la formation c'est mieux. Bien sûr. Oui. Bien sûr, non, alors la consultation permettra de révéler une situation, mais l'atelier permettra de la travailler. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il est abusif de parler d'un travail, d'une prise de conscience dans le cadre d'une consultation, qui est quand même quelque chose de relativement court et bref. Il faut quand même un accompagnement pour que la personne aille plus loin dans son... Le mot abusif est un peu fort, mais vous avez raison. Je veux dire, quand on peut révéler quelque chose qui soit immédiatement résolu si c'est très léger, mais si c'est un travail de fond, il faudra des ateliers. Voilà. Oui, alors on peut l'imaginer sur le plan médical. On va voir quelqu'un, il va vous régler un problème d'une souffrance physique, mais dans le domaine psychique, ça paraît moins flagrant qu'on puisse, comme ça, c'est curieux d'ailleurs qu'on imagine, on comprend, dans l'esprit des gens, on comprend mieux qu'un ostéopathe ou un guérisseur ou un magnétiseur puisse vous arrêter quelque chose. Parce que le corps, bon, c'est le corps, mais au niveau du traitement de l'âme, je pense que les astrologues se prétendent être capables aussi d'être des guérisseurs de l'âme. C'est-à-dire que vous allez chez moi et puis vous allez prendre conscience de quelque chose, et puis quand vous sortirez, vous irez mieux et votre douleur aura disparu. Je crois que la comparaison est un petit peu abusive. Les astrologues ont les moyens d'aider les autres, mais ils ne s'en donnent pas forcément les moyens parce que la consultation d'une heure, 1h30, n'est pas adéquate par rapport au travail qu'ils pourraient faire. Ils sont prisonniers d'une idée que le public a, que la consultation astrologique, bon, ça se fait, voilà. Alors, si pendant la consultation, il a pu mettre le doigt sur une chose qui fait réagir, c'est réussi. Oui, d'accord. Même si pour tout le reste, je veux dire, du moyen. Je vais vous faire un aveu. Oui. Vous voulez l'arrêter peut-être? Bon, alors on va conclure déjà, et puis après on fera l'aveu. Bon, mais écoutez, donc Monsieur Valenté, voilà, donc on a... vous existez depuis combien de temps ici alors le magasin existe depuis 2 ans et demi, mais l'identité mieux-être existe depuis le début de cette année, donc ça fait 12 mois. Bon, très bien, écoutez, arrêtez alors. De toute façon, on va partir dans quelques...